JM Analysis, un autre regard. Chers auditeurs, bienvenue dans notre émission de la journée, notre émission de JM Analysis. Et nous allons aujourd'hui évoquer un personnage qui a marqué l'histoire et l'éducation de manière indélébile, à savoir Pythagore. Et Pythagore, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, est véritablement notre père à tous. Si j'emploie une expression latine, je dirais pater noster. Pythagore, c'est notre père. Son nom résonne bien sûr à travers tous les âges. Et aujourd'hui, nous allons explorer son héritage, mais surtout ses enseignements d'origine et son influence qui est totalement incommensurable. Commençons par la naissance de Pythagore. En fait, tout commence en Grèce au VIe siècle avant notre ère, à l'aube des temps. Tout commence par une prophétie. En effet, son père, qui était orfèvre, qui venait de l'île grecque de Samos, avait décidé d'entreprendre un voyage que l'on pourrait appeler commercial. Et donc il passe, comme beaucoup de Grecs, par la ville de Delphes. Dans cette ville se trouvait l'oracle, bien sûr, et tout le monde avait pris l'habitude, en bon touriste grec, de passer par le temple d'Apollon pour consulter la Pythie, l'oracle des Grecs. Or, en entrant dans le temple, la Pythie va lui prédire un très bon voyage, ce qui a dû lui faire plaisir, et sa femme était enceinte, et la Pythie va lui prédire qu'il va donner naissance à un enfant hors du commun, un enfant exceptionnel, ce qui fait que l'orfèvre a dû prendre bonne note de cette très bonne nouvelle, et donc il a décidé de donner en fait un surnom à son enfant. Il l'appellera Pythagoras. Pythagoras, ce qui signifie littéralement l'homme ou celui qui a été annoncé par la Pythie, par l'oracle. Effectivement, notre petit Pythagore voit le jour aux environs de 580 avant Jésus-Christ. Alors tout d'abord, Pythagore, pour moi et pour nous, on le sait peut-être un peu moins, puisque généralement dans les écoles, on se souvient de Pythagore en pensant à de très beaux triangles rectangles. Mais Pythagore, pour moi en tout cas, c'est vraiment le père de la didactique, c'est-à-dire c'est celui qui a su enseigner. Et ça c'est très important, c'est le père de tous les professeurs. En effet, avant d'enseigner, comme tout professeur, Pythagore a appris, et il a passé son enfance à Samos, et il a appris Pythagore grâce à des voyages. Donc vers l'année à peu près 530 avant Jésus-Christ, il va faire de nombreux voyages. Alors on n'en a pas exactement le détail, mais on sait qu'il s'est sans doute rendu à Milet, qui est sur la côte grecque, la côte qu'on appelait la côte ionienne. Il faut savoir que la Ionie, c'est la Turquie actuelle. Et cette colonie de Milet était une ville extraordinaire, avec des échanges commerciaux, beaucoup d'échanges également intellectuels. Et bien sûr, à Milet, vous avez le grand mathématicien de l'époque qui s'appelle Thalès, qui est un des premiers penseurs présocratiques, qui l'a sans doute accueilli et peut-être partagé son savoir avec notre jeune Pythagore. D'après ses biographes, Pythagore a voyagé dans de nombreux pays. Il serait allé en Égypte, puisque les prêtres égyptiens possédaient le savoir mathématique. Il est allé en Mésopotamie, qui avait pour centre la ville mythique de Babylone, etc. Et il va se familiariser avec toutes ses croyances spirituelles, avec ses connaissances scientifiques, puisque en astronomie notamment, les Mésopotamiens avaient vraiment de très belles connaissances astronomiques. Ils avaient étudié le mouvement des planètes à l'aide de calculs mathématiques relativement élaborés. À son retour à Samos, que va faire Pythagore ? Bien, comme tout enseignant, il va essayer de transmettre son savoir. Et la légende raconte que pour échapper à la tyrannie du roi local, qui s'appelait Polycrate, Pythagore s'est réfugié dans une grotte qui était isolée en pleine montagne.
Et dans cette grotte, il devait sans doute s'ennuyer, donc il a essayé d'enseigner son savoir mathématique. Et il a trouvé un petit berger, sans doute, un pâtre, qui était bien sûr peu intéressé par les mathématiques. Alors Pythagore, pour l'intéresser, lui a promis une certaine somme d'argent afin que ce pâtre assiste à ses cours. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que l'élève, sans le savoir, s'est pris au jeu de l'enseignement de Pythagore et il a fini par devenir totalement passionné par les mathématiques, ce qui illustre pour moi l'essence même de l'éducation. C'est-à-dire que éduquer, ce n'est pas, comme on le dit maintenant, regarder ce que disent les neurosciences, simplement, c'est tout simplement et brutalement créer chez l'élève l'amour du savoir. C'est ce qu'a fait évidemment Pythagore, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs Hegel va nommer Pythagore le premier maître universel. Alors cette approche éducative, c'est une très bonne chose, et Pythagore, on peut l'appeler vraiment le père de l'éducation. Mais il est également non seulement le père de l'éducation, de la didactique, mais c'est également le père des scolarques, des fondateurs de l'école, puisque Pythagore, très tôt, va fonder une école. Alors après tous ces voyages, et sans doute on peut penser qu'il était un peu embêté par le tyran local, Pythagore va faire un autre voyage et s'installer dans ce qu'on appelle la Grande Grèce, c'est-à-dire l'Italie du Sud. Il va s'installer dans la ville de Crotone, et là, il va fonder une école. Pythagore a de la chance, il va rencontrer le plus grand gymnaste de tous les temps, Milon de Crotone, et durant cette période, eh bien, il va enseigner diverses disciplines, les mathématiques, la musique, sans doute l'astronomie et la philosophie. Alors, qu'est-ce que c'était que cette école pythagoricienne ? Beaucoup d'historiens lui donnent plutôt le nom de secte. C'était en fait une communauté qui était vouée à deux choses. La fraternité, tout d'abord, c'est-à-dire qu'on a retrouvé des stèles disant que chez les pythagoriciens, tout est en commun, c'était une sorte de communisme avant la lettre. Et puis également l'idée de la fraternité, c'est-à-dire que cette secte s'appelait la secte de la fraternité. On oubliait ensemble le monde extérieur pour se consacrer à des secrets en quelque sorte mathématiques. Alors cette école avait le goût du secret. Il faut savoir que quand on entre dans cette école de la fraternité, vous avez plusieurs étapes qui sont assez complexes et importantes. Tout d'abord, vous avez les acousmaticiens, c'est-à-dire des gens qui en restent à un savoir, je dirais, oral et relativement superficiel, c'est-à-dire qu'ils s'attachent par exemple aux résultats d'une théorie mathématique. Et puis après, vous avez les mathématiciens, c'est-à-dire ceux qui vont plus loin, qui ont percé les secrets et qui sont capables sans doute de démontrer les théorèmes. Puisque, qu'est-ce que c'est en mathématiques un théorème ? C'est une proposition que l'on sait démontrer. Il y a également dans cette école sans doute une divinisation de Pythagore. C'est ce qui explique que beaucoup d'historiens appellent cette école du nom de secte. On a retrouvé des textes dans lesquels on compare même parfois Pythagore à Apollon. Évidemment, là, nous nous rapprochons non plus d'un lycée traditionnel, mais d'une secte de l'Antiquité. Et les résultats mathématiques que l'on trouvait à l'intérieur de cette école ne devaient pas être divulgués sous peine d'exclusion. Alors, Pythagore, non seulement est le père de l'éducation, de l'école, c'est un des premiers fondateurs d'école dans l'Antiquité, mais il est également, et ça c'est plus surprenant, le père de la philosophie. Puisque si vous posez la question à un élève ou à un quidam, ils vous diront que Pythagore, c'est les maths. Bon. En fait, Pythagore a été le premier à utiliser le terme de philosophe, philosophos. Et la question, c'est qu'est-ce qu'il entendait par ce terme ? Selon le témoignage d'Héraclite Dupont, Pythagore aurait eu en fait un entretien savant avec un tyran, le tyran de Phlyonte, qui s'appelait Léon. Et Léon, visiblement, admirait le génie de Pythagore, et il lui demandait sur quel art il s'appuyait. Et Pythagore lui dit, en fait, je ne suis pas sophos, en grec, je ne suis pas sage, mais je suis philosophos. Et Léon était intrigué, puisqu'il ne connaissait pas ce terme,
Et il demanda à Pythagore quelles étaient les différences qui existaient entre les philosophes et, j'ai envie de dire, le commun des mortels et les autres hommes. Alors Pythagore expliqua que la vie humaine, on pouvait la comparer aux grands jeux de la Grèce. Lorsque les Grecs vont voir les jeux, certains luttent, ce sont les athlètes, pour obtenir une couronne. D'autres viennent voir les jeux parce qu'il y a du monde, donc ils vont faire du commerce. Et enfin, il y a les spectateurs qui viennent tout simplement observer les jeux. Eh bien, Pythagore nous dit dans la vie, c'est un peu la même chose. Chacun a des finalités différentes. Certains cherchent dans la vie une vie de gloire, d'autres essaient d'amasser de l'argent, et puis il y a quelques personnes, les philosophoi, qui sont plus rares, qui essaient, dit-il, d'observer avec soin la nature. Et c'est là la première définition de la philosophie qui est donnée par Pythagore. Un philosophe, c'est celui, dit-il, qui recherche les secrets de la nature. C'est la définition première de la philosophie. Alors bien sûr, la question qu'on va se poser, c'est comment atteindre ces secrets ? C'est sans doute la question que se pose notre tyran, Léon. Comment atteindre ces secrets de la nature ? Pythagore a une réponse, évidemment. Alors je ne sais pas si le tyran a le temps de l'entendre ou de la comprendre, mais la réponse de Pythagore, c'est qu'on ne peut comprendre la nature qu'à l'aide des mathématiques. C'est-à-dire que la philosophie et les mathématiques sont totalement liées chez Pythagore. Pythagore apparaît donc également non seulement comme le père de l'éducation, comme le père de la philosophie, mais évidemment comme l'un des pères, avec Thalès, de la mathématique. Alors pour connaître les secrets de la nature, Pythagore est persuadé qu'il faut passer par les nombres. Et une des maximes pythagoriciennes les plus importantes, c'est que tout est nombre. C'est-à-dire, alors qu'est-ce qu'il veut dire lorsqu'il nous dit tout est nombre ? Galilée écrira plus tard que la nature est écrite en caractères mathématiques. Il veut dire, Pythagore, que les sons, les réalités physiques peuvent être en fait représentés par des nombres. Et lorsqu'on est pythagoricien, on peut dire que chaque nombre possède en quelque sorte une personnalité, une identité. Vous voyez, un pythagoricien ne voit sans doute pas les nombres comme nous les voyons, comme souvent une masse informe. Pythagore donne des classements, une catégorisation des nombres. Examinons donc ces classements donnés par les pythagoriciens avec lesquels on peut encore s'amuser. Alors Pythagore nous parle de nombres, et ces nombres sont tout d'abord des nombres parfaits. Vous avez également des nombres qui sont des nombres triangulaires, des nombres carrés. En fait, ces nombres sont des nombres figurés d'une certaine manière. Alors, expliquons d'ailleurs quelques-uns de ces nombres. Un nombre parfait. Alors, un nombre parfait, c'est tout simplement un entier positif, mais qui a une caractéristique, c'est d'être égal à la somme de ses diviseurs, ce qu'on appelle ses diviseurs propres, c'est-à-dire tous les diviseurs de ce nombre, sans lui, qui exclut ce nombre lui-même. Par exemple, prenons un exemple très simple. Pour les pythagoriciens, le nombre 6 est un nombre parfait. On pourrait mettre sur la carte d'identité de 6, je suis un nombre parfait. Pourquoi ? Parce que si vous examinez les diviseurs de 6, 6 on peut le diviser par 3, on peut le diviser par 2 et on peut le diviser par 1. Et j'enlève 6, donc 3 et 2, 5 et 1, 6. Donc on s'aperçoit que ce nombre est parfait parce qu'il est la somme de ses diviseurs propres. Si vous prenez le nombre 28, ses diviseurs sont 1, 2, 4, 7 et 14. Eh bien si je fais la somme de 1 plus 2 plus 4 plus 7 plus 14, c'est un peu fastidieux, eh bien je vais obtenir 28. Donc 28, Oura, est également un nombre parfait. Ce qui fait que les pythagoriciens voyaient véritablement ces nombres
comme des symboles de l'harmonie et d'une sorte de perfection en raison justement de cette propriété particulière. Mais il y a énormément d'autres nombres et il y a également des nombres triangulaires, alors qui m'intéressent beaucoup parce que j'ai un amour immodéré pour les triangles. Les nombres triangulaires, ce sont des nombres qui peuvent former un triangle, j'allais dire un petit nom, puisqu'il y a énormément de nombres triangulaires, un triangle équilatéral. Si vous disposez les points, vous savez, on peut toujours disposer les points afin de créer une figure, vous allez donc trouver un nombre figuré, eh bien, vous obtiendrez un triangle. Alors, le premier nombre triangulaire, c'est vraiment la base, c'est le 1. Et puis après, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je peux considérer ce 1 comme un sommet d'un second triangle. Je fais la base et donc je vais obtenir un autre nombre triangulaire, un 3, et puis après j'aurai un 6, etc., un 10. En fait, ces nombres triangulaires, on les trouve facilement en combinant, en faisant la somme des entiers naturels. Puis vous avez des nombres qui sont des nombres carrés. Alors, ces nombres carrés, ils sont représentés par des quantités qui peuvent justement, lorsque vous les dessinez, former un carré parfait. Évidemment, vous avez 1. 1 fois 1, ça fait 1. 2 fois 2, ça fait 4. Donc 4 peut être représenté sous la forme ou la figure d'un carré. Si vous prenez 3 fois 3, 9. 9 a également la forme d'un carré, etc. Tout cela est passionnant, chers amis, parce que, évidemment, ça intrigue, bien sûr, les mathématiciens qui se posent la question des propriétés de ces nombres. Bien sûr, Pythagore a rencontré, je dirais, des épines dans sa chaire de mathématicien, puisque en travaillant, notamment sans doute en travaillant sur l'équivalent de son théorème de Pythagore, il s'est aperçu qu'il y avait des nombres qui étaient un peu bizarres, qu'on a appelés irrationnels, c'est-à-dire des nombres qui ne pouvaient pas être exprimés sous la forme d'une ratio mathématique, c'est-à-dire d'un rapport entre deux entiers. Alors cette découverte a totalement troublé les pythagoriciens qui croyaient justement que tout pouvait être expliqué par des rapports de nombres entiers. Bon, l'exemple classique, c'est bien sûr le triangle rectangle qui a des côtés de longueur 1. Bien sûr, son hypoténuse est égale à racine de 2 et on ne peut pas, justement, il n'y a pas de fraction permettant d'exprimer racine de 2, c'est un irrationnel. Alors, la légende dit que cela a été un choc majeur, puisque ça remettait en question leur croyance dans une sorte d'univers ordonné, compréhensible uniquement par des nombres rationnels. En fait, Pythagore a montré par là même que la réalité mathématique était finalement plus complexe et plus mystérieuse qu'il ne l'avait imaginé. Et ces nombres sont si importants que Pythagore ira jusqu'à dire que Dieu est nombre, sans doute, c'est-à-dire que les nombres possèdent des propriétés fascinantes. Pythagore non seulement est père des mathématiques, mais grâce à cette mathématique, il va devenir le père de l'harmonie et de l'harmonie musicale. En effet, si tout peut être représenté par des nombres, vous pouvez également représenter des sons, qui sont des réalités physiques, par des nombres. Et la légende raconte d'ailleurs que Pythagore aurait découvert les relations entre des notes en observant les différents sons qui étaient produits par des marteaux de masses différentes chez un forgeron. De là, il aurait établi que la longueur des cordes de guitare influençait les sons produits et il aurait posé peut-être, sans doute, les bases de la théorie musicale. Alors, la légende dit que c'était justement alors qu'il était en train de faire cours qu'il a entendu dans la forge d'à côté ces enclumes qui étaient frappées par des marteaux, et ces marteaux avaient sans doute des masses différentes. Il a alors compris que la différence de résonance correspondait en fait à une loi mathématique, et Pythagore a démontré de cette manière que la gamme de musique que nous connaissons repose sur des intervalles, ce qu'on appelle des intervalles consonants, par exemple l'unisson, l'octave, la quinte et la quarte.
Mais Pythagore, dernière chose, a influencé également Platon et les philosophes. C'est-à-dire qu'il est non seulement père de la mathématique, père de la didactique, père de toutes les écoles et de toutes les académies, mais c'est également le père du platonisme, d'une certaine manière, puisqu'il a exercé une influence significative sur les travaux de Platon. En effet, Platon avait développé tout d'abord une théorie qu'on appelle la théorie des idées. Platon était persuadé qu'il y avait un monde qui n'était pas sensible, un monde qu'il appelle un monde suprasensible, et bien sûr, pour s'évader du monde sensible vers le monde suprasensible, il faut faire des mathématiques, et il faut faire des mathématiques pythagoriciennes, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs Platon insiste sur l'importance des mathématiques dans la formation des philosophes. Dans l'ouvrage qui s'intitule La République, Platon soutient que l'étude des mathématiques est essentielle pour les philosophes, rois, c'est-à-dire ceux qui prendront le pouvoir, parce que si vous ne faites pas de mathématiques, vous ne pourrez pas saisir ces vérités abstraites et universelles. Je vous rappelle que d'ailleurs Platon avait écrit, dit-on, sur le fronton de l'Académie, c'est-à-dire son école, la maxime suivante que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Vous voyez l'influence quand même extraordinaire du pythagorisme sur Platon. Platon a également été influencé par la conception pythagoricienne de l'âme. En effet, Pythagore voyait ou considérait l'âme comme immortelle et sujette à la réincarnation, ce qui est également la croyance de Platon. Il faut savoir que, en entendant un chien qui jappait, sans doute, Pythagore a eu une sorte d'anxiété parce qu'il a cru que son ami, un de ses amis morts, s'était réincarné dans la voix de ce chien. Bien, ceci a beaucoup influencé Platon. Et enfin, une dernière chose, la philosophie, pour Platon comme pour Pythagore, ce n'est pas simplement une doctrine abstraite, c'est un mode de vie véritable, c'est-à-dire qu'il y a une vie philosophique et pas simplement des idées philosophiques. Alors en conclusion, on peut dire que Pythagore est véritablement notre père. Alors le philosophe américain Whitehead avait dit que toute philosophie dépend et descend de Platon. Whitehead avait dit la caractérisation la plus sûre de la tradition philosophique européenne, c'est qu'elle consiste en une série de notes de bas de page aux œuvres de Platon. Eh bien, on pourrait dire exactement la même chose de Pythagore. Pythagore, c'est notre père à tous, c'est notre pater noster. Et Pythagore nous a légué bien plus, on le voit, que le célèbre théorème qui porte son nom. Il nous a montré la voie véritablement de la connaissance à travers les nombres.